Bonjour à tous. Bonjour Thierry. Rebonjour Jean-Luc et bonjour aux 126 personnes qui sont connectées en ce moment. Donc nous attendons effectivement encore Micha Ferrier-Barbu et Xavier Dupuis qui doivent passer par les coulisses pour monter sur scène. Jean-Luc, est-ce que je peux te repasser la parole en fait, puisque Xavier justement essaye de me joindre. Oui, bien sûr. Euh, Alors, Thierry, puisque vous êtes avec nous, peut-être vous pouvez commencer par vous présenter. Oui, avec plaisir. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme ce matin, que vous profitez bien de votre période de confinement. D'ailleurs, apparemment, vous le faites, puisque vous êtes avec nous, hein. Vous avez trouvé une bonne manière d'utiliser votre journée confinée. Je me présente donc Thierry Nadizic. Je suis professeur, chercheur dans le domaine du ce qu'on appelle le comportement organisationnel, c'est-à-dire, pour aller vite, la psychologie appliquée au management, au travail, à l'organisation. Et donc, je me spécialise en particulier dans mes recherches sur ce qu'on appelle les sentiments de justice et d'injustice au travail, hein. On en reparlera tout à l'heure. Et la notion également d'épanouissement, hein, dans la vie, mais en particulier au travail et dans l'organisation. Voilà. Merci. Et vous êtes professeur à l'EM Lyon, c'est ça, entre autres? Alors, je suis principalement à 99% professeur à EM Lyon, donc EM Lyon Business School, qui est une école de management dont le siège est à Lyon, mais on a des campus dans plusieurs villes du monde et en particulier un campus à Paris, voilà, à la gare de Lyon. Donc, je travaille sur le campus de la gare de Lyon de EM Lyon. Et donc, c'est à EM Lyon que je réalise des recherches et que j'enseigne en particulier à des cadres et des managers et que je dirige également des programmes sur mesure, pour des entreprises en termes qui cherchent notamment de la transformation des comportements managériaux, voilà, vers plus de délégation en particulier, ou plus de relations épanouissantes, humanistes, qui veulent produire aussi ce qu'on appelle aujourd'hui de l'empowerment, voilà, au service du bien-être au travail et bien sûr de l'efficacité de l'action de l'entreprise. Merci, merci beaucoup Thierry. Et puis donc nous accueillons Micha Ferrier-Barbu. Du coup, je vais vous proposer aussi de dire un petit mot pour vous présenter. Bonjour et bonjour à tous. Moi, je suis vraiment ravie de partager cette journée de travail sur la question de l'humain au service des entreprises culturelles parce que c'est une notion qui s'est développée ces dernières années et qui va devenir absolument centrale. Donc, moi, je suis sociologue de formation. J'ai très longtemps travaillé co-diriger des entreprises culturelles dans le secteur public et privé. Et je consacre maintenant toute mon énergie à l'amélioration du bien-être dans les entreprises culturelles, qui était un peu un impensé dans la croissance économique et de ce secteur depuis plusieurs décennies. Et cette question des femmes et des hommes qui travaillent au service du secteur culturel anime toute mon énergie et je travaille beaucoup sur le bien-être et la qualité de vie au travail dans les entreprises culturelles. Merci. Voilà. Euh, alors, vous êtes tous les deux co-auteurs, ainsi que Xavier Dupuis, qui va nous rejoindre sans tarder, de cet ouvrage que je montrais tout à l'heure, qui est un dossier d'expert, la gestion des ressources humaines dans le secteur culturel. Je vais essayer. Non, je ne peux pas partager mon écran. Que vous trouverez dans la librairie en ligne. Vous trouverez aussi plusieurs ouvrages enfin, deux ouvrages, je crois, pour l'instant, de Thierry Nadizic. Et justement, un ouvrage qui s'intitule Le management juste, c'est ça, je me trompe pas? C'est ça. Et justement, du coup, je me permets de vous interroger, Thierry, sur voilà l'importance de ce mode de management, voilà pour l'épanouissement, parce que c'est ce sur quoi vous travaillez principalement. Donc peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Oui, bien sûr. Ce dont on s'est rendu compte depuis
depuis, disons, au moins la fin des années 1970, hein, mais c'est quelque chose qui s'intensifie, c'est que les entreprises aujourd'hui ont beaucoup moins besoin d'obéissance aux procédures ou aux ordres et beaucoup plus besoin d'engagement, hein, pour que les personnes prennent des initiatives sur le terrain, pour que les personnes soient en coopération horizontale, pour produire de la valeur en commun, pour que les personnes soient le plus capables de prendre des décisions adaptées aux incertitudes du terrain. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. On parle par exemple d'environnement VICA, hein, pour dire que les entreprises sont devenues des organisations face à des environnements volatiles, incertains, complexes et ambigus. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup besoin d'engagement aujourd'hui. Et il s'avère que les sources de cet engagement, en particulier, sont l'épanouissement et le sentiment de justice. Alors, ce qui est assez intéressant et paradoxal dans le domaine culturel, hein, dans le domaine des industries de la culture, c'est que depuis très longtemps, en fait, on a des gens très engagés. Et traditionnellement, on a des personnes qui sont passionnées, qui vont même au-delà de l'engagement, qui sont passionnées. Et cet engagement, donc, qu'on essaye à tout prix de développer dans des industries plus traditionnelles, c'est une matière première, hein, qu'on a d'ores et déjà. Ce qui est en revanche paradoxal, c'est qu'on ne gère pas forcément cette matière première pour que cet engagement dure et soit produit, hein, qu'il y ait une courroie de transmission qui soit gérée par l'entreprise ou l'organisation culturelle et qui nourrisse cet engagement sur le long terme. En fait, c'est comme si on avait une matière première que les autres entreprises dans d'autres industries n'ont pas, mais qu'on ne faisait pas en sorte de la nourrir, de la maintenir et de faire en sorte que on ait une organisation au service, hein, du développement, hein, de cet engagement et de cette passion. Voilà. Donc, en particulier dans le domaine des industries culturelles, la notion de sentiment de justice peut être utile, hein, parce que elle permet de voir comment est-ce qu'on peut développer cet engagement et ce bien-être et cet épanouissement. Et là, il y a quatre traditionnellement, hein, la recherche dans ce domaine et les pratiques managériales, hein, permettent d'identifier quatre grands axes, hein, pour développer ces sentiments de justice. Premièrement, il y a la notion d'équité, hein. Alors ça, c'est le plus connu, hein. C'est la notion quand vous avez un gâteau à partager, on le partage avec équité en fonction des personnes qui méritent, hein, qui ont participé au processus de production et qui méritent de recevoir une part du gâteau. Voilà, donc cette notion d'équité, là déjà on a un premier accroc, hein, dans les industries culturelles, puisqu'on n'a pas forcément ni stabilité, hein, il y a beaucoup de précarité, ni salaires qui sont au niveau, hein, des salaires qu'on peut trouver dans d'autres industries. Donc déjà, au niveau de ce qu'on appelle la justice distributive, on peut déjà avoir pas mal d'améliorations à réaliser, hein, à ce niveau basique. Et ensuite, il y a trois autres pistes, hein. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la voix, hein, le fait d'avoir la voix au chapitre, hein. C'est ce qu'on appelle la justice procédurale, hein. C'est le fait de pouvoir donner un avis qui sera pris en compte dans les décisions, hein, de l'organisation, dans l'ensemble des processus de décision. Alors là, c'est pareil, hein, on n'a pas forcément toujours la voix, hein, sachant qu'il y a beaucoup d'organisations qui donnent beaucoup d'importance à des différences de statut, notamment entre l'artiste et le non-artiste, par exemple. Et donc, alors que de plus en plus, hein, on se rend compte que les processus de création sont collectifs, hein, et dépendent de beaucoup de personnes, dont les personnes de terrain, hein, qui apportent énormément de contributions, hein, à une œuvre, non seulement à la création de l'œuvre, mais à sa diffusion, hein, et à sa consommation. Et ensuite, la troisième voie, c'est ce qu'on appelle la relation, hein, la justice interpersonnelle, hein, c'est-à-dire que on se rend compte que le fait d'avoir un respect, une empathie, un soutien moral, un soutien émotionnel de la part de son patron, de son chef, de son responsable ou de ses collègues est un élément très important, hein, pour ressentir aussi des sentiments de justice au travail et un épanouissement à terme. Alors, on sait qu'il faut être poli avec les gens, mais on ne sait pas forcément toute l'importance que ça a. Et là, c'est aussi quelque chose sur lequel on n'a pas forcément beaucoup mis l'accent dans cette industrie, sachant qu'on est beaucoup focalisé, hein, sur l'offre et pas autant, hein, sur la relation et la gestion de la relation humaine avec la personne qui travaille, qu'elle soit salariée, partenaire, intermittent ou indépendants. Alors parfois même les clients d'ailleurs, hein, sont pas considèrent qu'ils sont pas traités de façon juste, hein, parce qu'on les prend soit de haut, soit de loin, parce qu'il peut y avoir parfois une sorte
de jeu statutaire hein, qui casse l'horizontalité de la relation hein, et qui au contraire met beaucoup de distance hiérarchique qui n'est pas favorable à des sentiments de justice et à l'épanouissement. Et enfin, ce qu'on appelle la justice informationnelle. Voilà, c'est-à-dire que la personne qui travaille a besoin et envie d'avoir l'information dont elle a dont elle a besoin pour faire son travail, hein, tout simplement, ou d'être prévenue en temps et en heure, ou d'avoir de l'information sur les axes stratégiques, ou d'avoir de l'information sur le contrat social, ce qu'on appelle le contrat psychologique minimum entre l'organisation et la personne. Alors, on se rend compte qu'il y a pas mal de trous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des systèmes d'information très, très organisés, qui sont centrés vers l'utilisateur qui est en réalité celui qui produit hein, et celui qui participe au processus de production. Voilà, donc lorsqu'on prend en compte ces quatre axes hein, de la justice au travail, on arrive à produire des sentiments de justice et un épanouissement au travail qui permet un engagement à long terme et pas seulement l'engagement et la passion de la personne qui adore ce qu'elle va faire, mais qui petit à petit va se trouver un peu perdue parce que les conditions sont pas là à long terme. Merci beaucoup Thierry. Désolée, je rejoins donc maintenant et je reprends mon rôle de co-animatrice avec Jean-Luc. Donc, on voulait aussi passer donc la parole après à Xavier Dupuis, donc qui, comme l'a dit Jean-Luc, qui dirige le master en management des organisations culturelles et qui a contribué à l'ouvrage aussi qu'a co-dirigé Micha Ferrier-Barbu sur la gestion des ressources humaines dans le secteur culturel. Xavier, donc, est-ce que vous pourriez en quelques minutes aussi nous donner un peu un aperçu des perspectives économiques du secteur culturel et les conséquences que ça a et que ça va avoir sur l'emploi et donc après, effectivement, sur le bien-être au travail dans le secteur culturel. Xavier, la parole est à vous. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. D'abord, je m'excuse, on a eu des petits problèmes de connexion, on a mis un certain temps à les résoudre. Voilà. Alors, oui, que dire, sinon que le contexte n'est évidemment pas des meilleurs, le moins que l'on puisse dire, mais même assez catastrophique. Quelles conséquences cela va avoir? Bon, évidemment, on va avoir des disparitions de structures, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc, cela ne va que encore amplifier, je dirais, les travers que le secteur culturel connaît en matière de gestion de ressources humaines. Cette fameuse GRH qui a été oubliée et qui l'est encore très, très, très largement. D'ailleurs, il n'y a finalement que très peu de DRH, comme on dit, de directeurs, directrices de ressources humaines, en dehors des grandes structures. Alors pourquoi? D'abord, je pense qu'il faut rappeler que dans l'économie hors culture, eh bien, le produit est souvent quand même pas très bien cerné, il est un peu flou, distant, pas toujours très valorisant. Le travail est éclaté aussi, les gens font un petit morceau, processus de production, ils sont donc éloignés du produit. Et il y a un manque d'identité, un manque d'identification à l'entreprise et au produit. D'où l'invention, en quelque sorte, de l'esprit corporate, comme on dit en bon français, ou encore de la culture d'entreprise, avec évidemment la gestion des ressources humaines, qui est stratégique dans une perspective d'efficacité, compétitivité, productivité. Oui, la culture d'entreprise, on en parle beaucoup en dehors de la culture, on en parle très peu dans la culture. Et pour cause. Parce qu'en fait, elle est omniprésente. Et elle est tellement présente, on n'en parle pas, du moins vraiment très, très peu. Il faut rappeler quand même que les organisations culturelles ont quelques caractéristiques, je crois, qui sont très importantes pour comprendre leur fonctionnement. D'abord, le produit, contrairement donc à beaucoup d'autres activités économiques, est un produit chatoyant, valorisant. C'est un produit qui est beau, dont on peut être fier. Ce n'est pas le cas ailleurs, toujours. Ensuite, on a un produit qui est souvent très proche, c'est-à-dire le produit, on le voit clairement. Et là encore, ce n'est pas partagé par beaucoup d'autres activités.
c'est souvent un produit fragile. Prenez par exemple le spectacle Lyon, c'est un produit hautement fragile. Il suffit de quelques personnes qui décident de ne pas jouer le jeu le soir et le rideau ne se lève pas. Donc, il y a un produit joli, chatoyant, pétillant, un peu de champagne en quelque sorte, mais un produit aussi proche et donc souvent très fragile. Ensuite, on a affaire dans la culture presque toujours à de petites structures, voire des microstructures, et presque toujours monocytes. Si on prend l'exemple, le contre-exemple plutôt de quelques grandes entreprises dans les industries culturelles, quelques grandes boîtes dans le domaine plutôt subventionné. Bon. Et il faut savoir que même, par exemple, l'Opéra de Paris, c'est 2000 fiches de salaire par mois à peu près, ce qui est énorme pour la culture subventionnée. Mais au niveau des entreprises générales, c'est une belle entité, mais ce n'est pas une multinationale. Donc, structure plutôt petite, parfois même micro, et souvent monocyte. Et donc, on a affaire à de petits effectifs. Ça veut dire que tout le monde presque se connaît, se côtoie, se croise. Alors que dans beaucoup d'entreprises non culturelles, finalement, on connaît son voisin ou sa voisine de bureau et les personnes qu'on croise au photocopieur ou à la machine à café. Dans la culture, non. Il y a véritablement une connaissance, je dirais, assez forte quand même des autres membres du passé. Et puis, comme il a été dit bien auparavant, il ne faut pas oublier, c'est quelque chose que nous partageons avec d'autres domaines d'activité aussi, mais qu'un bon nombre de personnes qui travaillent dans la culture sont là par vocation et qu'elles ont ramé, qu'elles ont voulu être là, ce qui fait qu'il y a effectivement une implication extrêmement forte, un engagement extrêmement fort. On a beaucoup écrit, surtout dans les années 50, 60, sur le malaise dans les entreprises industrielles entre les cols bleus et les cols blancs. Xavier, restez bien en face de l'écran et de votre micro, sinon je disais, ça coupe un peu. Pardon Marianne, je disais qu'on a beaucoup écrit dans les années 50 et 60 sur, en matière de management, sur le malaise entre les cols bleus et les cols blancs dans les industries. Si on prend les structures culturelles, on a des cols blancs parce qu'on a une illustration, on a souvent des cols bleus parce qu'on a une technique aussi, hein, et on a au milieu des artistes qui ne sont ni l'un ni l'autre. Tout ceci fait que la cohabitation est souvent extrêmement difficile et que les structures culturelles ressemblent parfois à des poudrières. Pourquoi ? Parce que, oui, on a là des personnes qui sont issus de corps de métiers différents, qui ont des cultures différentes, qui ont des intérêts parfois différents, et surtout des personnes donc, très impliquées en quête de reconnaissance, en quête de légitimité, chacun, du moins beaucoup d'entre eux, revendiquant quelque part une part de paternité ou de maternité vis-à-vis du produit final. Or, comment sont organisées nos structures culturelles ? Beaucoup d'entre elles, je ne veux pas dire toutes, mais beaucoup d'entre elles, sont quand même organisées selon un mode assez pyramidal. Il ne faut jamais oublier que les institutions culturelles, y compris les plus grosses, sont fortement incarnées par leurs directeurs, directrices. Même des structures qui se veulent éminemment participatives. Prenez le Théâtre du Soleil. Le Théâtre du Soleil, c'est Ariane Mouchkine. Il faut être sérieux, elle incarne totalement l'institution. Bon. Et pourtant, Dieu sait si le Théâtre du Soleil, à bien des égards, peut paraître exemplaire par rapport à d'autres structures, en termes de fonctionnement interne et de collectif. Oui, on a affaire à des structures qui sont organisées souvent sur le mode pyramidal, où tout converge vers la pointe de la pyramide, c'est-à-dire la direction, qui confisque en quelque sorte la reconnaissance et la légitimité qui est réclamée par beaucoup de membres du personnel. Ce qui est évidemment contraire à tout ce sentiment de justice, tel qu'il a été très très bien expliqué auparavant. Donc en fait,
Oui, souvent, les structures culturelles, d'un point de vue humain, c'est un lieu de conflit, un lieu de frustration. Parfois, d'ailleurs, poussé à l'extrême. Je me souviens d'un DRH d'une structure très importante, il y a déjà de cela assez longtemps, mais qui disait volontiers, quand quelqu'un réclamait quelque chose, allez au prud'homme, vous êtes sûr de gagner. C'est un moyen, évidemment, de gérer les ressources humaines. Merci. Alors, et nous connaissons toutes, juste une dernière phrase, Anne-Marianne, et je conclue là-dessus. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup, à tort, plus qu'à tort, je dirais, ce côté engagement, passion au nombre de personnes. Et nous savons très bien qu'il y a toujours un discours très largement utilisé. Tu as la chance de partager l'aventure, tu as la chance d'être là, et puis il y en a tellement dehors. Oui, c'est vrai, oui. Très souvent utilisé. Cet argument du métier passion dans les secteurs culturels justifie souvent beaucoup de choses. Mais merci. Les choses qui ne sont pas justifiables. L'injustifiable. Micha, donc vous êtes, vous aussi, vous avez occupé beaucoup de postes de direction dans les entreprises culturelles publiques et privées, et maintenant vous conseillez les structures culturelles justement dans le management et la qualité de vie au travail. Après un petit peu ce panorama que nous a dressé Xavier des structures culturelles, des poudrières parfois en forme à structure pyramidale et qui peuvent être lieu de conflit et de frustration. Est-ce que vous pouvez justement nous parler plus spécifiquement des modes d'organisation et des nouveaux modes d'organisation qu'on peut mettre en place dans le secteur culturel? Oui, alors je suis complètement dans le prolongement donc des interventions de Thierry et de Xavier. Xavier décrit un peu les perspectives, hein, ce qui va attendre le secteur culturel dans les années à venir. Un contexte de perte d'emploi pratiquement garanti. On sait que, par exemple, les associations culturelles qui sont le support juridique le plus développé dans le secteur culturel, c'est 30% de l'emploi qui est en CDI. Donc, c'est vraiment très peu. Donc, l'emploi et artistique et les emplois support vont être menacés dans la période à venir. Il y a un modèle aussi un peu d'hégémonie des grands équipements qui seraient prescripteurs et gestionnaire du paysage culturel. Ce modèle-là est aussi en train d'éclater. On a de moins en moins de candidats pour diriger ces grandes structures qui étaient véritablement, qui incarnaient le paysage culturel qu'on est en train de quitter. Moi, je crois qu'on est vraiment à un tournant extrêmement important. Une perspective de financement, de baisse des financements publics, ça, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Une perspective de baisse du mécénat aussi. La crise de 2008 avait déjà manifesté le désengagement du mécénat en faveur de la culture. C'était 39% de financement en moins. Et là, François Debiès est assez pessimiste sur l'engagement du mécénat pour les entreprises culturelles dans les années à venir. Il dit que 2021 va être encore l'occasion d'une baisse élevée du financement de la culture. Par ailleurs, donc quand on se penche un peu sur l'intra, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les structures culturelles? On est un peu dans un régime de résistance, c'est-à-dire que les structures qui sont financées par les pouvoirs publics résistent le mieux. Elles se réorganisent, mais donc j'étais en relation avec le CMB la semaine dernière. La sécurité sociale des intermittents. Le CMB croule sur les demandes d'aide psychologique en ce moment. Donc, c'est un moment de résistance, de réorganisation, mais sans les moyens, sans même une vision du capital humain qui permettrait
de limiter un peu la casse pour parler un peu de manière imagée. Donc Thierry a bien défini ce que sont les soft skills, qu'on appelle donc les compétences comportementales, donc à travers le management juste. Et on sait que ces compétences-là, donc la possibilité de savoir s'adapter, l'autonomie, l'organisation, le sens du collectif, sont des compétences qui existent déjà dans le secteur culturel, même à un niveau assez élevé. Le problème, c'est la question du management, quoi. Le problème, c'est comment sont prises en compte ces compétences. Sont-elles simplement identifiées? Sont-elles simplement visibles? Sont-elles simplement, je veux dire, simplement mesurées pour être quantifiées, quoi? Comment est-ce qu'on peut se reposer dessus? Tout ça n'existe pas, alors que c'est probablement l'avenir des structures culturelles, c'est-à-dire À ce sujet, Micha, juste avant que tu continues, je vais demander à Audrey de lancer un petit sondage parce qu'on a préparé justement une question pour sonder un petit peu nos 140 participants pour répondre à cette première question. Voilà, que vous voyez apparaître. Comment jugez-vous la gestion des ressources humaines dans votre structure? Et ça fait vraiment le lien avec votre intervention. On a besoin de savoir comment ils perçoivent la situation. À droite, vous pouvez aller sur l'onglet sondage où vous voyez la question et cliquer sur la réponse qui correspond à votre situation et on va voir apparaître, je l'espère, les résultats. On va laisser 1 minute pour que vous puissiez Voilà, l'idée, c'est que maintenant, dans cette partie de discussion de la conférence, on s'appuie un petit peu sur votre retour hein, en tant que participant, les 141 personnes qui sont connectées, sur votre perception des ressources humaines dans l'entreprise culturelle, et que nos intervenants, Thierry, Xavier et Micha, puissent vous répondre sur la base de ces petits sondages qu'on fait et de votre perception de la situation. Alors, est-ce que vous voyez les résultats, Thierry, Micha, Xavier? En fait, pour voir les résultats, il faut que vous... Oui, c'est ça. Ouais. Oui, on a 20% d'optimistes. Voilà, est-ce que... du coup, Micha, voilà. Tu peux continuer ton propos? Voilà, c'est un gros souci. Alors voilà, donc ça fait 51% quand même efficace, peut mieux faire. D'accord, ouais. Oui, voilà, donc la question du management et de la vision des personnes, de la responsabilité sociale de l'entreprise est une vraie question. C'est celle, en fait, qui va permettre probablement aussi au secteur culturel de résister, c'est-à-dire c'est en prenant en compte, en prenant à bras le corps cette question du capital humain, que l'entreprise culturelle va résister probablement dans les années à venir. L'intelligence émotionnelle est quelque chose sur lequel les managers vont avoir besoin de se former, parce que l'émotion, comme nous l'a rappelé Xavier avec ses mots, mais l'émotion est extrêmement présente dans l'entreprise culturelle parce que c'est un métier de passion, les gens se connaissent, se tutoient, sont amis, donc on est beaucoup impliqués personnellement. Et ça, voilà, ouais, exactement. Ouais. Et là-dessus, il faut travailler pour pas que ce soit un frein, parce qu'actuellement, c'est plutôt un frein que un bénéfice. Le sens du collectif aussi, c'est quelque chose qui est assez diffus comme ça. C'est présent, mais il n'y a pas de méthode de travail autour de ça. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir s'appuyer, mais en étant justement plus méthodique, en ayant une vision véritablement plus professionnelle de ces questions-là. Et de ce point de vue-là, l'entreprise
qui est plutôt un repoussoir, l'entreprise du secteur marchand, qui joue plutôt comme un repoussoir dans le secteur culturel, a beaucoup à apporter dans son évolution, dans sa façon d'envisager les personnes au sein de l'entreprise. La RSE, par exemple, j'ai vu que, par exemple, le secteur aérospatial du Québec se penchait sur la question du leadership bienveillant. Voilà, ce sont des choses dont l'entreprise culturelle doit non seulement se saisir, mais devra futurement se constituer en modèle sur ces questions-là, parce que ce qu'on attend de la culture et des arts, c'est une ouverture au monde, plus de tricotage avec le local, avec une implication plus élevée de la responsabilité sociale. Et ça va être c'est la figure future de l'entreprise culturelle qui va résister aux enjeux psychosociaux de la crise sanitaire actuelle. Alors, oui, Marianne, on va, voilà, Audrey, magnifique. Voilà. Donc, lui demander. C'est une bonne transition vers notre question suivante, en fait, pour savoir effectivement comment chacun des participants perçoit la qualité du management dans sa structure. Donc, si vous cliquez sur sondage, vous allez le voir et vous pouvez répondre directement. Donc, comment jugez-vous la gestion des ressources humaines y a-t-il... Attendez, c'est le nouveau. Y a-t-il une attention portée à la qualité du management de votre structure? Donc, les réponses montent. Ouais. Donc, on voit que c'est une question qui est adressée. Adressée régulièrement, ouais, ou au moment des crises. Alors, peut-être, Thierry, vous pouvez nous donner quelques clés, justement, pour cette qualité. Voilà, quelles sont les qualités? Alors, bien sûr, il n'y a pas de boîte à outils, hein, j'imagine, mais quelles sont selon vous pour avancer vers justement faire en sorte que l'entreprise culturelle soit plus un phare, comme le proposait Micha, sur ces questions de la gestion de l'humain. Quelles sont selon vous les qualités que doit avoir en premier lieu un management ou un collectif? Alors, je vais vous donner un exemple issu d'une des expériences que j'ai eues dans une entreprise non culturelle. Et je vous propose de comparer ça avec une entreprise culturelle. Je suis intervenu dans une entreprise. Alors, je suis l'un des intérêts que je trouve à mon métier, hein, c'est que je suis à la fois chercheur et professeur et formateur, mais également intervenant pour accompagner des organisations. Je suis intervenu dans une entreprise qui fabrique des drones. Voilà, donc rien à voir avec la culture, mais il y a un élément qui était vraiment qui ressemble beaucoup à certaines entreprises culturelles, c'est que le patron considérait que c'était lui qui était l'artiste, en l'occurrence le créateur, le cerveau, et que c'était lui le grand innovateur. Et effectivement, beaucoup de choses venaient de son cerveau et il permettait à son entreprise de fonctionner et de se développer et d'avoir beaucoup d'innovation. Sauf que au bout de quelques années, il avait jamais mis en place de management collectif de l'innovation. Et au bout de quelques années, le
le domaine d'activité devenant trop complexe, trop incertain, avec beaucoup de concurrents et beaucoup d'innovations, il n'a pas pu suivre tout seul. Et comme il n'avait pas mis en place de collectif derrière lui, ben, l'entreprise n'a pas pu faire face à la concurrence. Voilà. Alors, si vous prenez par exemple Miyazaki, que vous connaissez tous, hein, sa manière de gérer, par exemple, pendant toute sa carrière, hein, il a fait des dessins animés fantastiques, hein, des animés fantastiques. Il considérait qu'il n'y avait que lui qui était un petit peu comme ce patron d'entreprise dans les drones, hein, il considérait qu'il n'y avait que lui, hein, qui pouvait décider de ce qu'il fallait faire sur son dessin animé. Et il considérait que les 300 personnes qui travaillaient pour lui étaient des mains. Donc il y avait un cerveau et 300 mains. Et pour lui, ça a fonctionné. Voilà, donc on est un petit peu parfois dans cette problématique, hein, dans le domaine du management culturel. C'est que vous avez une personne qui considère que c'est elle qui peut avoir tous les atouts et qui est au centre du système de création, et que les autres doivent juste appliquer. Et ce qui ne marche pas dans le domaine de l'entreprise traditionnelle, comme l'entreprise de drones que je vous ai citée, ben, peut fonctionner dans certains cas dans une entreprise culturelle. Alors de moins en moins. Et c'est là que le management intervient. C'est-à-dire que de moins en moins, vous pouvez être celui qui dit moi je crée et puis tous les autres doivent appliquer. Et il y a une transformation qui se crée aussi dans l'entreprise culturelle, parce que on a là aussi besoin d'un collectif au service de cette création. Et le management, c'est quoi? C'est la gestion de ce collectif. Voilà. Donc gérer ce collectif, alors on parlait tout à l'heure des sentiments de justice au travail, ben, ça consiste déjà à produire une organisation et un management au service de cette ambition, hein. Non pas seulement une ambition de création de produits culturels, mais une ambition de gestion d'un collectif, de gestion juste d'un collectif, dans lequel chacun a droit à la parole, dans lequel chacun a un statut convenable et est rémunéré d'une façon qui correspond bien à ce qu'elle a apporté au processus de production, dans lequel chacun peut avoir le respect et l'empathie qu'il attend, hein, dans la relation, et l'information sur la manière dont fonctionne l'entreprise et l'information qui lui est nécessaire pour avancer. Alors moi j'ai été responsable d'une entité à la réunion des musées nationaux il y a quelques années, où j'étais responsable d'une entité marketing et commerciale, et même à la réunion des musées nationaux, qui est une grande entité, tout ce management culturel était en train d'être mis en place, mais n'était pas encore structuré. Donc je pense qu'on a encore du travail à faire. Mais la bonne nouvelle, alors la mauvaise nouvelle, c'est bien sûr que la crise est encore devant nous, hein, mais la bonne nouvelle, c'est que il y a des transformations fondamentales qui font qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de collectifs, hein, autour de créateurs, et plus seulement d'une personne qui à partir du moment où elle a le rôle central, elle peut décider de la manière dont les autres ne sont que des mains. Et ça, c'est en train de se transformer fortement. Alors, merci Thierry. Je propose de poser la question suivante. Voilà, elle apparaît dans les sondages. Donc, dans votre structure, avez-vous connaissance d'une problématique aiguë ou chronique de souffrance au travail? Donc, harcèlement physique et moral. Alors, je précise que les réponses sont totalement anonymes. Donc, vous pouvez répondre ce qui vous semble juste. Et peut-être Micha et Xavier. Micha, oui. Vous pouvez peut-être Micha commenter. Oui, alors sur des problématiques de souffrance au travail. Alors je voudrais, dans la continuité de ce que Thierry vient de dire sur la question du leadership unique, comme ça d'un leader qui aurait toute autorité sur des personnes qui sont sous sa responsabilité. Ce que Mintzberg a appelé les structures simples, hein, c'est-à-dire une structure pyramidale extrêmement simple, comme ça. Les pouvoirs publics ont une grosse responsabilité dans cette organisation-là, donc dans les structures financées publiquement, qui sont quand même une part extrêmement importante du paysage culturel. Les pouvoirs publics ont une responsabilité. Xavier rappelait la structure du Théâtre du Soleil. On peut parier que l'interlocuteur privilégié, si ce n'est unique,
du Théâtre du Soleil, c'est sa directrice auprès des pouvoirs publics. C'est-à-dire que la question de l'organisation de la responsabilité et du dialogue et du travail collectif avec les collectivités qui financent les structures est encore une chose qui doit être mise en place. Les collectivités soutiennent une personne quand elles ne soutiennent pas un projet, quand elles ne soutiennent pas donc le projet mis en place par la personne. Or, maintenant, de plus en plus, les DRH, quand ils sont là, en tous les cas, les secrétaires généraux, les administrateurs, etc., demandent à être interlocuteurs des pouvoirs publics, non pas pour dénoncer quelque chose, mais tout simplement pour tisser un mode de responsabilité partagée et pour être une courroie de transmission et pour éclairer la décision aussi des pouvoirs publics dans sa responsabilité du soutien d'un projet. La gouvernance aussi est une strate aussi qui demande à être aussi plus informée, plus éclairée. Et la souffrance au travail, quand elle est dénoncée de la part des salariés, c'est assez rare que la gouvernance, qui a très souvent, donc en tous les cas dans le secteur, pour les associations, un rôle élevé, puisque c'est la gouvernance qui est l'employeur, elle est peu formée sur ces questions-là c'est un interlocuteur qui diffère, qui repousse les réponses, et ça crée une souffrance encore plus élevée. Donc, des niveaux d'intervention qui ont besoin de progresser, celui des collectivités, celui de la gouvernance, et bien sûr le management, une formation du management sur ces questions de souffrance, de harcèlement et de vision de ce que c'est que la bienveillance managériale pour essayer d'atténuer le plus possible ces problèmes-là au sein d'entreprises culturelles qui sont vraiment, ces problèmes sont très présents. Alors justement, tu commences à évoquer des solutions, notamment au point de vue de la gouvernance quand il s'agit d'entreprises publiques. On a le petit sondage suivant qui va permettre aux participants que vous êtes. Voilà, qui est affiché, ça y est. Qui est affiché. Alors, évidemment, l'outil de sondage permet une seule réponse. Hein, c'est pour ça que la question, c'est pour améliorer les conditions de travail au sein de votre structure, quelle serait votre première action? Parce qu'on imagine que c'est un peu toutes les réponses sont bonnes, hein, mais c'est pour donner un peu une idée de là où vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous personnellement, en premier. Ou qu'est-ce que vous avez envie de faire? Oui, pour répondre aussi à cette situation où on a quand même vu que 58% des personnes interviewées dans le sondage précédent déclaraient qu'il y a quand même une souffrance au travail, qu'ils ont connaissance de situations de souffrance dans leur travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer ça, et quelles sont vos perceptions des améliorations directes qu'on peut y apporter? Et là, je pense qu'effectivement, ou Thierry ou Micha ou Xavier, si vous voulez commenter au fur et à mesure ces résultats ou donner un peu votre vision des premières mesures à apporter. Sans compter qu'on a peut-être oublié des solutions possibles. Pardon? Sans compter qu'on a peut-être oublié des moyens d'agir possibles, bien sûr. Il y a quand même une majorité, ça semble se dégager très clairement pour la mise en place d'une façon de manager différente, plus inclusive, plus délégative. Et c'est intéressant quand même qu'on en parle, parce que bon, on était censé être aujourd'hui à la maison des métallos, mais c'est une approche qu'ils ont effectivement beaucoup de changement de posture et vraiment dans la coopération aussi bien dans le management avec les artistes qu'avec le personnel de la Maison des Métallos, qu'avec le public. Oui. Enfin, si je peux intervenir, moi, ça ne me surprend pas que ce soit
la réponse B qui soit la plus populaire, parce que c'est la mise en place d'un mode de management plus inclusif. Ça demande véritablement, c'est difficile à mettre en place. C'est pas, voilà, ça demande véritablement à se remettre en cause soi-même comme manager. Ça demande à avoir l'humilité de se former sur ces questions-là. Ça demande une forme d'écoute dont généralement leur manque de temps fait que ils passent peu de temps à écouter véritablement ce qui se passe au sein de les équipes. Ça demande aussi une vision de l'entreprise culturelle comme étant ayant une forme de responsabilité sociale et environnementale, la création de valeurs partagées. Ça, ce sont des choses, ça demande véritablement une vraie réflexion, et les créateurs ou les directeurs d'entreprises culturelles actuels passent peu de temps sur ces questions-là pour différentes raisons. En tous les cas, ça demande une subtilité d'analyse qui ne s'invente pas et qui demande véritablement une posture d'humilité qui reste encore à mettre en place pour que les choses évoluent. Et cette posture d'humilité, elle est aussi freinée. Voilà, ça c'est ce que je soutiens par la posture des collectivités qui majoritairement s'appuie sur une seule personne de l'entreprise culturelle pour valider un projet, pour le soutenir, et alors qu'on sait que c'est un collectif, c'est un ensemble qui fait qu'un projet aboutisse et remplisse les objectifs qui lui sont fixés. C'est pas une personne, c'est un ensemble. Et là, les collectivités ont une forme de responsabilité élevée dans l'inclusion justement d'une vision partagée de toute une équipe pour faire aboutir un projet. Si je peux ajouter un mot, Thierry disait que nous sommes à l'aube ou même en train d'assister à des changements profonds, et effectivement la pandémie est un facteur accélérateur dans toutes les mutations, ça c'est incontestable. Et on voit bien qu'avec notre petit sondage, là, effectivement, il y a une attente extrêmement forte. Mais ceci se heurte, on l'a dit, donc, à la personne unique qui incarne l'institution culturelle très, très souvent. Et là, oui, c'est vrai, il faut faire preuve d'humilité, mais il ne faut pas se cacher la vérité. Ce sera très dur à faire évoluer. On va évoluer vers cela, mais ce sera très dur. Pourquoi ? Parce que dans la culture, il y a toujours un acte de création en amont. Et donc, ce qui domine avant tout, c'est le créateur. C'est toute la mythologie de l'artiste créateur. On voit bien comment ça fonctionne. Commençons par la base. Prenez une petite troupe de théâtre, un petit groupe chorégraphique, un petit ensemble orchestral. Qu'est-ce que vous avez à la tête ? Vous avez un artiste un peu charismatique, de préférence, bien sûr, qui a organisé autour de lui une véritable petite tribu. C'est un gourou. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ça marche. Et que parfois, ça marche même très, très, très bien. Mais c'est complètement fondé sur l'affectif et sur l'incarnation d'un seul personnage. Et ensuite, on retrouve ça même dans de grandes structures. D'où, d'ailleurs, des problèmes de conflits, de frustration, etc. Ça va être très dur parce que on touche là au cœur véritablement de la gestion culturelle, qui est le rapport à l'artiste, qui est le rapport à toute la mythologie du créateur. Et que le créateur reconnaisse, oui, que les autres créent avec lui, c'est souvent très, très difficile. Oui, je suis d'accord. Oui, on va essayer au cours de cette journée de donner quelques clés à ces gourous et à ces personnes qui travaillent autour de lui pour prendre en compte dans sa façon de penser culturellement le collectif aussi en même temps que sa création. Je pense que c'est ça, cette prise de conscience qui doit émerger. Moi, je pense à l'ensemble dissonance en fait
les Dissonances, qui est un orchestre dirigé par, aidez-moi parce que là je vais pas l'avoir sous la main directement, mais où en fait dans les Dissonances, il n'y a pas de chef d'orchestre, c'est un orchestre sans chef d'orchestre. Et donc où il travaille énormément sur comment répartir. Alors évidemment, il y a une œuvre qui a été créée, évidemment, parce qu'il faut la jouer, donc il y a quand même cette notion de création d'œuvre, mais sur l'interprétation et sur la façon dont les artistes prennent leurs responsabilités au sein de l'orchestre lorsqu'ils jouent, c'est une expérience qui est très intéressante. Ils étaient invités aux précédentes journées du management culturel. On va poser la question suivante. Après, on a aussi, il nous reste quoi, il nous reste une dizaine de minutes. On a aussi quelques questions qui commencent à monter dans le chat. On va juste faire la question sur la mobilité. Voilà, donc, en cas de mobilité professionnelle, souhaiteriez-vous plutôt évoluer au sein de votre entreprise vers une structure culturelle du même secteur, vers une structure culturelle d'un secteur différent, en dehors du secteur culturel ou vers l'entrepreneuriat? Est-ce qu'effectivement la pandémie va pousser tout le monde à sortir malheureusement du secteur culturel? Alors pour l'instant, on n'a pas assez de votes pour tirer des conclusions. Alors j'en profite pendant qu'on répond à cette petite question pour effectivement, on va terminer cette plénière à 10h30, donc on va prendre quelques questions qui sont apparues dans le chat. Marianne, merci beaucoup. Ensuite, il va y avoir une pause d'un quart d'heure pendant laquelle vous ferez ce que vous voudrez et vous pourrez vous rendre dans la salle de réseautage notamment ou aller visiter le centre, enfin, les expos, nos partenaires. Et puis donc, la table ronde ou l'atelier auquel vous participez qui sera à 10h45. Voilà. Alors, on a une question intéressante là qui est remontée dans le chat. Cécile Bourga qui nous dit effectivement la mise en place managériale dont vous parlez est intéressante et certainement pertinente dans la plupart des structures, même si on voit d'autres formes, même si on voit que d'autres formes fonctionnent dans la réussite de certains projets culturels. Et on parlait des studios Ghibli. Mais comment les salariés peuvent-ils susciter ces réflexions, le management étant parfois majoritairement dans ces structures, en particulier le fait des directeurs et des directrices? Donc là, l'implication des salariés dans la réflexion, donc faire changer le mode de management. Si Thierry, Xavier ou Michel, vous souhaitez commenter. Oui, alors la question qui se pose, c'est où est le pouvoir, effectivement. On a des dans le bouquin que vous avez montré, Jean-Luc, tout à l'heure, qu'on a coécrit avec Micha et Xavier, on a un chapitre sur les nouvelles formes de leadership que j'ai coécrit avec une collègue chercheuse. On a des nouvelles formes de leadership et notamment une nouvelle forme de leadership qui s'appelle le leadership partagé. C'est une forme qui se développe dans un certain nombre d'organisations. Alors pas forcément dans le secteur de la culture, mais c'est quand même intéressant à regarder. Et c'est un leadership qui est partagé au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que vous avez l'ensemble des membres de l'équipe qui s'auto-gèrent, sans forcément avoir un manager qui représente l'autorité de cette équipe. Voilà. Alors ce type de nouveaux managements se diffuse parce qu'on se rend compte que justement la notion d'empowerment est très importante aujourd'hui pour pouvoir faire réussir l'organisation. Parce que c'est sur le terrain, c'est là où se posent les difficultés, c'est là où les clients interagissent, c'est là où les changements technologiques se produisent, c'est là où les concurrents finalement se retrouvent en face à face. C'est là où on a besoin de prise de décision rapide, efficace, avec un
un bon lien de confiance avec le client. C'est là qu'on a besoin d'initiatives rapides. C'est là qu'on a besoin de coopération le plus la plus fluide possible. Et donc, c'est parce qu'on a ces changements dans l'environnement qui devient complexe, incertain, et qu'on a besoin de nouveaux modes de réaction vis-à-vis de cet environnement que se développe ce type de leadership partagé. Voilà, donc c'est une réponse aux transformations de l'environnement. Donc dans le secteur culturel, est-ce que les transformations sur le terrain vont être suffisamment fortes? Alors il y a une crise qui se profile aujourd'hui, qui est déjà là, mais est-ce que on va faire l'analyse que c'est par le terrain qu'on va pouvoir répondre aux changements de l'environnement et qu'on va pouvoir y répondre mieux? Si cette analyse est faite, le pouvoir, effectivement, passera sur le terrain et à ce moment-là, on aura plus de leadership partagé et on aura plus de capacité des personnes de terrain à décider, à participer, à choisir. Si on continue à penser que c'est comme le disait Xavier, si on continue à penser traditionnellement que de toute façon le plus important c'est l'acte créatif originel et que tout le reste n'a que beaucoup moins d'importance, ben on n'arrivera pas à changer quoi que ce soit, le pouvoir restera à la tête et il n'y aura pas de transformation. Mais c'est peut-être même la survie d'un certain nombre d'organisations culturelles qui se joue là. Parce que l'acte créatif originel est important, mais c'est pas lui qui fait vivre tous les jours l'entreprise. C'est-à-dire que ce qui fait vivre tous les jours l'entreprise, c'est le bon lien avec les partenaires et en particulier les clients. Alors traditionnellement, c'est l'État qui subventionne et qui permet de s'affranchir du lien avec le client. Mais c'est de moins en moins le cas. Et donc le client qui est celui qui va finalement venir financer la production culturelle, c'est peut-être lui aujourd'hui dont il faut se préoccuper plus que celui qui réalise l'acte originel. Et là se joue effectivement la transformation possible vers plus de pouvoir au fondement et sur le terrain dans l'organisation. Compléter, je suis parfaitement d'accord avec Thierry. On va là la crise sanitaire va nous amène déjà à une labilité des publics qui est déjà en train d'être à l'œuvre. C'est-à-dire que la demande, entre guillemets, on sait qu'il n'y a pas véritablement de demande, mais en tous les cas, la demande va évoluer vers des formes plus des organisations plus petites. L'hégémonie des grosses structures va être réinterrogée et la position un peu vertueuse d'une entreprise culturelle sur son territoire avec des personnes qui travaillent sur la question de l'éducation artistique, des différents modes des différents publics, de la diversité culturelle, etc. C'est ça qui va faire terreau, c'est ça qui va faire l'entreprise culturelle de demain, probablement plus ancrée sur le territoire, avec des modes de réponse beaucoup plus perméables au tissu social sur lequel elle est ancrée. Et c'est déjà le discours de beaucoup de maires de grandes villes, parce que Thierry dit c'est l'État, mais c'est beaucoup aussi les collectivités. Beaucoup de maires de grandes villes, que sont Bordeaux, Lyon, Poitiers, disent maintenant la culture élitiste, voilà, je reprends leur terme, c'est plus ça qui nous intéresse, c'est plus un grand créateur qui débarque comme ça sur un terrain qu'on connaît parfaitement, que les habitants connaissent et que les structures culturelles en place depuis longtemps connaissent. C'est plus ça maintenant qu'on va encourager, mais c'est véritablement des structures culturelles inclusives du territoire sur lequel elles sont organisées. Je rebondis juste, Jean-Luc, parce qu'effectivement, la conversation se fait aussi sur le chat et il y a deux tendances qui se dégagent sur les propositions d'amélioration des qualités de vie au travail dans le secteur culturel. On parle beaucoup là de l'accompagnement au moment du recrutement, l'accompagnement des directions pendant les 6 premiers mois à être formés au management agile. Donc vraiment dès leur recrutement former les directions. Mais on parle aussi du nombre de limiter le nombre de mandats confiés aux personnes qui prennent la direction des structures culturelles.
Voilà, ce sont les deux grandes tendances du chat. Et j'ai vu très rapidement une question qui me semblait pertinente, puis on va arrêter après cette question. Je voulais juste signaler que oui, les résultats des sondages vont être communiqués, et puis c'est vrai que ça vit beaucoup sur le chat, là, la discussion fait rage, si je puis dire, tout à fait positivement. Nous allons mettre en place, par l'intermédiaire du groupe LinkedIn de l'événement, la possibilité pour vous tous de rester en lien suite à cet événement. C'est-à-dire que on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas juste une journée, mais pour les personnes qui s'intéressent et pour continuer à développer ces questions en commun, que ça puisse être fait notamment par cette plateforme, certes très américaine, mais très pratique. Oui, alors Thierry. Oui. Oui, simplement, je voulais revenir sur un point dans le sondage numéro 4, je trouvais passionnant hein, les réponses qui montrent que la réorganisation des périmètres de responsabilité de chacun, ça n'intéresse personne, c'est de la structure, alors que la mise en place d'une façon de manager différente, c'est là que se trouve la clé. Et je pense que la clé, elle est dans le comportemental aujourd'hui, notamment dans le secteur de la culture. Et les compétences comportementales, c'est un entraînement. C'est un peu comme si vous allez à la piscine ou que vous apprenez à faire du vélo. C'est un entraînement. Voilà. Alors, j'ai un nouveau livre qui va sortir le 21 janvier qui s'appelle S'épanouir en période de crise. Et j'essaie de montrer que même la notion d'épanouissement, hein, qui semble être très individuelle et qui semble être innée pour certains, en fait, c'est une question d'entraînement. Et notamment l'épanouissement au travail. Les structures sont importantes, mais il y a un entraînement de chaque personne à réaliser, et en particulier des managers. On s'entraîne à des compétences comportementales pour pouvoir ensuite les réaliser dans l'équipe. Merci. Ça sera peut-être le mot de la fin, si on veut pas trop déborder, glisser dès le début sur le timing de cette journée. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, là, on est dans les temps. Il est 10h30. On peut laisser tout le monde aussi faire une petite pause, hein, parce que c'est ça aussi la qualité de vie.